j'ai pensé situer dans les considérations économiques de l'agriculture. D'abord, je vais me concentrer sur l'agriculture tunisienne, bien que vous allez voir, je vais faire des ouvertures sur l'agriculture mondiale, parce que l'agriculture tunisienne n'est pas en isolation de l'agriculture mondiale et de l'économie mondiale d'une manière générale. Donc il y aura de petites ouvertures, mais pour l'essentiel, mes préoccupations sont des préoccupations tunisiennes et les préoccupations se situent autour des enjeux de ce que je considère être les grands défis du secteur agricole tunisien. Alors, je pensais organiser mon intervention en 4 points, et en fait c'est ce que j'ai fait. Et je pensais aussi le faire en 4 diapositives, pas plus. Mais en fait, en remplissant, en mettant l'information dans chacune des diapositives, je m'étais rendu compte qu'elle était un peu trop remplie. Donc j'ai dû les découper, et en fin de compte, vous avez 4 points, mais peut-être 8 à 10 diapositives, j'ai oublié exactement ce que j'ai à la fin. Alors la première, c'est pour en fait situer cette agriculture tunisienne. Je sais que plusieurs de mes collègues, peut-être plus connaisseurs que moi de certains aspects de cette agriculture, vous en ont entretenu. Je vais faire ma propre lecture de ce qu'est la Tunisie au vu de mon expérience et au vu de mes informations. Donc pour nous mettre tous au même niveau d'information, je vais commencer par cela. Par la suite, je vais parler de ce que je considère être la performance de ce secteur. Parce qu'à mes yeux, je considère que le secteur a été assez performant. Il y a plusieurs indications qui militent dans ce sens-là. Mais quand même, c'est un secteur qui est soumis à un certain nombre de contraintes, et des contraintes même majeures. Et donc, je vais les passer en revue, et en dernier lieu, je vous livrerai quelques conclusions qui sont plutôt personnelles. Mais sur la base des informations que nous allons passer en revue. Alors, cette agriculture, ou la fiche de l'agriculture tunisienne, c'est quoi? Certainement, comme vous l'a dit, mais cette agriculture s'étend sur environ 1,8 million d'hectares, soit environ 36% de la SAU du pays. Alors, la SAU du pays n'évolue pas. Elle pourrait même régresser un tout petit peu, mais pas très significativement, dans le sens où, fut un temps, on parlait de 5 millions d'hectares et demi, maintenant on parle plutôt de 5 millions, et donc la part qu'occupe l'agriculture est une part plutôt croissante. Les années où j'étais étudiant dans cet institut, on parlait plutôt du tiers, moins du tiers, en fait, 1,5 million d'hectares qui étaient réservés à l'agriculture. Maintenant, on parle plutôt de 1,8. C'est-à-dire qu'il y a une expansion de l'agriculture dans différents endroits, évidemment, au dépend d'autres choses. Nous comptons en Tunisie environ 72 millions de pieds d'oliviers. Ces informations datent de 2010. Les informations récentes se produisant en Tunisie au cours de l'année 2011 et 2010, c'est-à-dire après le changement que nous avons vécu, nous ne disposons pas de statistiques claires là-dessus, mais pour l'essentiel, l'information à la fin de l'année 2010-2011, c'était à peu près ça. Alors, mais ça veut dire quoi? 112 millions, le chiffre en soi ne veut pas dire grand-chose, mais il veut dire que ça veut dire que nous avons environ 40 pieds par hectare. En comparaison avec, par exemple, une zone qui pourrait être pour l'essentiel assez similaire que celle de l'Andalousie en Espagne, où il y a un minimum de 100 pieds à l'hectare. Donc nous sommes à environ 40% en matière de densité. Vous me diriez que les conditions climatiques ne sont pas identiques, certes, mais elles ne sont pas hautement invariables. Et je pense qu'un des aspects qui constitue un enjeu pour l'agriculture tunisienne, c'est précisément la densité par hectare qui a stagné pendant, à mes yeux, pendant une période trop longue. Comment l'olivier en Tunisie il est conduit en matière de surface à 97%
en pluvial. Et seulement 3% en irrigué. Donc l'oliviculture tunisienne, pour l'essentiel, c'est une activité en termes de surface et même en nombre de pieds, quoique un taux un peu moindre, mais dans les deux cas dépassant les 90%. Donc l'agriculture, c'est pas principalement irrigué, mais c'est plutôt une spéculation, une activité qui se fait dans des conditions pluviales. L'agriculture, elle est soumise à ce que je qualifie de fléaux sociaux de l'héritage. C'est-à-dire l'héritage qui implique un découpage continu des surfaces agricoles, se traduisant par les phénomènes connus de morcellement et de parcellement, et par conséquent, c'est une des contraintes à laquelle est soumise l'oliviculture et l'agriculture de manière générale, mais peut-être plus spécialement l'oliviculture, parce qu'il semble qu'il y ait un attachement assez spécial de la population tunisienne, des agriculteurs tunisiens à l'agriculture, parce que ce morcellement se traduit par un certain nombre de déviations dans les activités, mais il y a beaucoup moins de déviations en matière d'agriculture. Et donc, c'est-à-dire que les gens, en début du morcellement, ils continuent à faire ce qu'ils font. En matière de production moyenne, on vous a dit, la moyenne, elle oscille entre 160 et 180 000 tonnes d'huile. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire environ 88 kilos d'huile par hectare. Et donc, ce qui correspond, selon mes calculs, à peu près 2 kilos d'huile par hectare. Comparativement à un hectare en Andalousie qui donne environ 450 000, soit à peu près 5 fois plus. Et d'ailleurs, cet écart en matière de rendement par hectare, il correspond à peu près à l'écart en matière de production entre la nôtre et celle de l'Espagne. Une autre particularité de l'oliviculture, de la production olivicole, c'est qu'elle oscille et elle fluctue énormément. Elle a fluctué entre des records bas et des records hauts, entre quelque chose comme 30 à 40 000 tonnes selon les estimations. J'ai lu des fois 30 000 tonnes pour l'année 2002, mais j'ai aussi lu que c'est plutôt 40 000 tonnes, desquelles seulement 20 000 tonnes ont été exportées, mais ça a atteint et même dépassé les 350 000 tonnes, par exemple, en 1989. C'est un écart énorme. Et ça a des conséquences économiques, sur les exploitants, ça a des conséquences économiques sur l'économie du pays en matière d'exportation, en matière de fidélité de clients, de la clientèle, etc. La structure de l'olivier tunisien, où est-ce qu'elle se situe? En matière de surface, c'est seulement 14% dans le nord. L'essentiel, il est dans le centre et le sud, où les conditions climatiques, par exemple représentées par la pluviométrie, elles ne dépasseraient pas les 350, sauf exceptionnellement les 400 mm dans certains cas. Donc c'est une activité qui s'étend sur des zones à pluviométrie assez limitée. En termes de pieds, par contre, vu que les densités dans le nord sont plus élevées que celles ailleurs, vous trouverez environ 35% de cette olivier qui serait dans le nord, et évidemment le reste serait dans les autres zones. En matière de structure d'âge des oliviers nationaux, les statistiques donc disponibles jusqu'à l'année 2010 révèlent qu'il y a 7 à 8, peut-être 7, c'est les calculs précis, dans 7,6% de vieux arbres, donc nécessitant des décisions et des stratégies particulières à l'égard de ces arbres. Il y a le gros morceau dépassant 70% qui est en pleine production, mais qui n'est pas nécessairement jeune. C'est aussi tendant à la vieillesse et nécessitant des mesures spéciales d'entretien pour que la production continue à se faire au rythme qu'elle a connu par le passé, et aussi, si on veut, agir un peu sur sa variabilité. Le secteur oléicole connaît un intéressement assez remarquable de la part, disons, des oléiculteurs. Peut-être qu'ils ne sont pas réellement des agriculteurs, peut-être qu'ils sont des gens qui sont venus à l'agriculture d'ailleurs, mais ils
il y a des décisions en matière de création de nouvelles plantations qui sont assez remarquables. Alors, selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, ces nouvelles plantations dépasseraient les 50 000 hectares par an. Ce qui correspond à environ 58% de toutes les nouvelles plantations arboricoles. C'est-à-dire que s'il y a de nouvelles décisions en matière d'arboriculture, un agriculteur sur deux ferait des oliviers. Et ceux qui feraient des oliviers, à 94%, ils feraient des oliviers à huile. C'est-à-dire que l'intéressement pour la production de l'huile d'olive continue à être très important. Moi, je pense personnellement qu'une des raisons à cela, c'est une fausse information qui a circulé il y a quelques années dans le pays, disant que les prix mondiaux allaient continuer à augmenter, et donc chose qui a intéressé les investisseurs, les agriculteurs à planter davantage vous vous rappelez, en l'année 2006, 2005 à 2006, les prix avaient monté énormément, particulièrement au niveau du marché local. Ça avait dépassé les 7 dinars le kilogramme. Et cela a fait suite à une information qui a circulé dans le pays disant que la production espagnole allait chuter. Chuter jusqu'à 6 000 tonnes. Alors que pendant les années récentes, la production espagnole a pratiquement toujours dépassé les 1 million de tonnes. Alors, suite à cette information, on a pensé que le prix de l'huile d'olive allait continuer à être haut, et par conséquent, c'est un intéressement direct aux investissements dans le secteur. 2 mois plus tard, il y a eu une révision dans l'estimation de la production espagnole, la situant entre 900 000 et 1 million, et donc l'information première était révélée comme étant fausse, et par conséquent, les prix ont chuté. Et donc, ce qui a créé des problèmes à pas mal surtout d'olifacteurs, des gens qui avaient acheté de l'huile d'olive, espérant l'exporter à des prix assez intéressants. Les choses s'étaient révélées un peu différentes de cela, et par conséquent, ça a introduit une perturbation. Mais les gens continuent à espérer que le prix de l'huile d'olive va un certain jour reprendre et augmenter, et donc c'est une incitation à ces augmentations impressionnantes en matière de nouvelles plantations en olivier. Moi, je pense que ceci ne va pas continuer, et cette tendance à l'augmentation des plantations va commencer à baisser. En matière de qualité, si on définit la qualité comme étant le pourcentage d'huile vierge et extra vierge produite par rapport au total, il y a eu des progrès remarquables. Selon les statistiques enregistrées, on estime que nous produisons plus de 60% d'huile de qualité. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une huile que le consommateur international, que l'oliviculture tunisienne vise essentiellement le consommateur international? Est-ce que c'est précisément cette qualité-là qui est recherchée par le consommateur international? Ça reste à vérifier. Alors, en matière d'exportation, comme la production est variable, les exportations sont hautement variables aussi. Mais en général, si on exclut les poids aberrants, les exportations se situent en général entre 180 000, peut-être 200 000 en une année. Comme vous le savez certainement, plusieurs d'entre vous le savent, l'essentiel il se fait en vrac, c'est-à-dire qu'il n'est pas conditionné. Alors le pourcentage de conditionné, il est variable. J'ai entendu que les dernières estimations le situent à environ 6%, 7%. L'objectif du ancien plan était d'arriver à 10% d'huile exportée en conditionnée. À ma connaissance, ces objectifs-là n'ont pas été atteints. Certains disent que c'est plutôt, du moins certaines années, ça atteint 6%, 7%.
mais les statistiques détaillées que vous voyez un peu plus bas sur ce transparent ne confirment pas cela. Les recettes sont importantes. Les recettes sont importantes. Une moyenne sur les années 2000, c'est plus de 300 millions de dinars, donc plus de 300 milliards, c'est loin d'être négligeable. En une année, ça a dépassé les 800 milliards. Donc c'est un secteur qui contribue d'une manière assez significative à l'économie du pays, à l'économie du secteur, à l'économie des agriculteurs, et ainsi de suite. Les destinations, les destinations, pour l'essentiel, sont des destinations européennes. Que ce soit pour le marché européen ou bien pour les quantités qui sont traitées ou raffinées en régime de perfectionnement actif et réexportées vers d'autres destinations, mais pour l'essentiel, ça va vers des importateurs européens. Les statistiques sur la période 90-2008 dont je disposais au moment où j'avais compilé ces données-là, c'était essentiellement sur l'Italie. Et en deuxième lieu, via l'Espagne. Maintenant, les choses ont un peu changé, vu que certaines entreprises espagnoles ont racheté des entreprises italiennes, et donc il y a aussi des marchés qui ont été conclus avec des importateurs espagnols, et par conséquent, le partage entre destinations il est probablement équilibré entre Italie et Espagne aujourd'hui. Du moins, il est beaucoup moins déséquilibré que les chiffres que je vous donne ce matin. En matière d'exportateurs, alors aujourd'hui, il y a plus de 70 exportateurs potentiels qui disposent d'un agrément. Donc ils ont la possibilité d'engrais, mais ils ne sont pas tous en train d'exporter. Plusieurs d'entre eux exportent de petites quantités. Vous avez des statistiques sur ceux qui exportent des tonnages dépassant les 5000 tonnes, qui sont entre 9 et 10. Ceux qui exportent plus de 1000 tonnes, entre 20 et 22, donc selon la part du conditionné qui est révélée par ces exportations-là est très différente du 6 à 7% qu'on annonce nationalement, donc au plan national. Les marchés, les chiffres que nous avons indiquent qu'il y a une certaine diversification. Mais la diversification avec une concentration énorme au niveau de l'Europe et plusieurs petites quantités au niveau d'un grand nombre de marchés. Donc la distribution dans ces exportations est loin d'être uniforme. C'est-à-dire qu'il y a comme un monopsone, pas dans le sens de termes de prix, mais c'est-à-dire comme en matière de part du marché au niveau de l'importation de l'autre côté de nos huiles, qui ne dépasse pas les 5 opérateurs, et puis tout le reste, c'est vers les marchés du Golfe, vers des différentes entreprises, et en général de petites quantités. Les prix, vous savez que les prix, nous n'avons pas d'informations sur le prix au niveau de l'exportation, parce que ce n'est pas une information en général qui est enregistrée, mais ce qui est enregistré, ce sont les donnages et les valeurs. Et par conséquent, on en déduit ce qu'on appelle des valeurs unitaires, qu'on utilise dans différents travaux, mais c'est des approximations de prix. Alors, les valeurs unitaires, donc, qui sont nécessairement moyennes, situent la valeur du kilogramme brut d'olive exporté entre 4 et 7 dinars, avec quelques observations dépassant les 20 dinars, et une observation dépassant 31 dinars. Donc, il y a des possibilités qui ne sont pas très importantes en matière de volume, mais les perspectives peuvent exister. En matière d'opérateurs qui interviennent dans le commerce, vous savez que jusqu'aux années 80, avant que le pays ne procède à la réforme économique, l'Office national de l'huile détenait le monopole sur ces exportations. Et depuis, on a procédé comme partout au niveau de l'économie, on a affiché les choix de libéralisation. Donc ça a affecté aussi le secteur agricole. Et donc,
on est en train de vivre ça, ces conséquences-là. Et maintenant, l'Office national de l'huile, en matière d'exportation, il occupe une part très faible. Les derniers chiffres que j'ai vus, ça ne dépasse pas les 6 000, peut-être inférieur à 5 000 tonnes. Donc il y a des opérateurs privés qui dépassent de très loin ce que fait l'Office national de l'huile. Et vous savez aussi que concernant ces exportations-là, il y a des quotas préférentiels, c'est-à-dire impliquant des droits de douane nuls au niveau du marché européen, qui sont négociés à 56 000 tonnes, mais qui ne sont pas commercialisables en bloc. Ils sont commerciables d'une manière échelonnée, moyennant des autorisations mensuelles et qui ne peuvent commencer qu'au-delà du mois de mars. C'est-à-dire qu'une fois l'essentiel de la production européenne a été est entré, je ne dirais pas liquidé, mais est entré sur le marché. Donc il y a le souci de veiller à ce que le prix de l'huile d'olive au niveau du marché européen ne baisse pas outre mesure, parce que le souci du revenu des opérateurs dans ce secteur en Europe est une considération importante pour les preneurs de décision. En matière d'industrie oléicole, nous avons, si on fait le calcul arithmétique et on fait un raisonnement arithmétique, on a une capacité de trituration remarquable. Remarquable pas nécessairement dans le sens positif. C'est-à-dire nous avons une très grande capacité de trituration, estimée à plus de 40 000 tonnes jour. Et si on fait les calculs, avec cette capacité, on est capable d'utiliser toute la production, une bonne production nationale, par exemple, de 200 000 tonnes, on est capable de la faire en 25 à 30 jours. Et c'est-à-dire que la saison oléicole pourrait commencer et se terminer en l'espace d'un mois, ce qui créerait un problème. Donc, cette capacité, il y a 1800 huileries, peut-être ça c'est l'information de 2010, maintenant peut-être qu'il y en a plus. Et donc nous avons un nombre d'huileries qui n'est pas loin de celui de l'Espagne. L'Espagne c'est un peu plus que 2000. Mais un pays qui produit 5 à 6 fois plus, peut-être pendant certaines années 7 fois plus. C'est donc une capacité énorme, je dis remarquable, et je ne dis pas nécessairement dans le sens positif, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs huileries qui sont carrément maintenant au chômage. Et pendant un certain nombre de régions qui ne fonctionnent pas du tout ou qui fonctionnent très peu. Alors, pourquoi? Parce que plusieurs d'entre elles sont foncières, elles sont là. Les opérateurs individuellement ne sont pas incités à les fermer. La politique ne cite pas non plus, etc. Et donc, ils sont là et ce n'est pas un signe nécessairement positif. Et c'est lié au point suivant. Évidemment, au niveau de ces huileries, nous avons ce qu'on pourrait qualifier des Mercedes de haut calibre, mais nous avons aussi des 4 chevaux des années 40 qu'on ferait mieux de mettre quelque part, hein, dans un musée ou quelque part ailleurs. Ou bien qu'on ferait mieux d'utiliser autrement. Il y a donc des conditions d'hygiène au niveau de ces 1800 huileries qui sont hautement variables. Donc, c'est-à-dire des huileries qui sont en mesure de produire de l'huile de qualité, pas uniquement en termes d'extra vierge et de vierge, mais en termes d'huile d'olive qui pourrait être demandée par le marché international qui est hautement exigeant. Et donc, au niveau de plusieurs de ces huileries, si vous allez dans plusieurs zones de ce qu'on appelle en Tunisie le Sahel, ou si vous allez aussi dans la zone de Sfax, si vous parcourez la route de Grendel, on se demande si le marché tunisien ou le secteur tunisien a besoin d'autant d'huileries de ces catégories-là, du moins pour certaines d'entre elles, pas pour la totalité évidemment. Alors, en matière de politique nationale à l'égard du secteur, c'est une politique qui a été hautement injuste de mon point de vue.
certes pour des considérations sociales peut-être, mais c'est une politique injuste. Pourquoi injuste? Parce qu'elle a toujours, et jusqu'à aujourd'hui, subventionné les huiles concurrentes. Donc c'est une désincitation directe à la consommation de l'huile d'olive. Et par conséquent, une marginalisation du rôle du marché local et de son potentiel et du rôle que vous pourrez contribuer et très positivement au développement du secteur pour d'abord la consommation de l'huile d'olive en cas de difficulté d'écoulement à l'étranger, en cas d'essai de nouveaux produits, en cas d'essai de cette huile biologique dont on parle, etc. etc. Donc le marché local est pour l'essentiel en dehors du circuit de l'huile d'olive, et c'est comme si l'huile d'olive nationale ne concerne que le marché international. Certes que nous avons besoin des marchés internationaux, certes que nous avons besoin des recettes d'exportation, mais quand même que le marché soit aussi marginalisé, tant en termes de consommation par tête, 5 à 6 kilos par personne en moyenne, soit en termes de part de la production nationale, 25 à 30%, c'est pas un rôle moteur qu'on confie au marché local. Alors, mon point suivant concerne ce que je considère être comme la performance de l'oléiculture tunisienne, c'est-à-dire, à mes yeux, c'est un secteur qui a été performant. Partout, il y a énormément de recherches qui se font, énormément de discours qui se font sur la durabilité aujourd'hui. Quel est le terme le plus, peut-être, le plus évoqué, au moins au sein de la communauté des chercheurs, c'est le terme de durabilité, comment concevoir des paquets qui seraient durables, technologiques qui seraient durables, comment on pourrait étudier des idées qui induiraient une durabilité de l'activité agricole, etc. etc. Et le secteur, à l'école, il en a fait la preuve. Dans le sens, il a duré pendant des siècles, je ne dirais pas des décennies, donc c'est un secteur qui a survécu, à mon sens, à toute l'adversité qu'il a connue. Il y a l'adversité naturelle, évidemment l'adversité du climat. Mais il y a aussi l'adversité des marchés. C'est-à-dire que le marché sont, en particulier, les marchés internationaux avec lesquels nous sommes des concurrents. Et qu'on le veuille ou non, les marchés internationaux connaissent des distorsions par le biais des subventions qui sont accordées aux producteurs, et ces subventions, le même type n'est pas accordé aux producteurs nationaux, et par conséquent, c'est une adversité. Et c'est une contrainte au commerce. Il y a aussi l'adversité humaine. L'adversité humaine, je vous évoquais les conséquences de l'héritage, c'est qu'on découpe et on découpe indéfiniment, et donc on tend vers des exploitations qui sont de moins en moins viables économiquement. Et il y a aussi le non-respect d'un certain nombre de pratiques culturelles. Par exemple, on continue à élaborer. D'abord, on continue à élaborer avec les idées nouvelles que nous apprenons aujourd'hui, qu'il n'est plus aussi pertinent qu'on le pensait avant de continuer à élaborer. Mais l'olivier continue à être élaboré peut-être d'une manière excessive et avec des machines, avec des... Donc, il y a aussi ce que fait l'homme. L'homme n'est pas étranger, moyennant ces différentes actions. Donc, vous avez donc, le secteur qui est implanté partout dans le pays. Il n'y a pas un endroit dans le pays dans lequel vous allez où vous ne trouvez pas des oliviers, quelles que soient les conditions de climat, de sol ou des agissements humains. C'est un secteur qui continue à créer des richesses pour les agriculteurs et puis pour l'économie dans des zones où très peu d'activités pourraient survivre en dehors du palmier dattier et sans l'irrigation permise par les oasis. On se demande qu'est-ce qui pousserait dans certaines zones situées le centre-sud du pays et si on va plus au sud du pays. Évidemment, l'olivier, comme vous le savez, il contribue avec ses fonctions économiques, mais aussi avec ses fonctions environnementales, en fixant les sols, donc en contribuant à la réduction de l'érosion.
Il fixe des populations, une population très importante, qu'on estime à plus de 300 000 exploitations. Monsieur le ministre de l'Agriculture, le Premier général, dit que c'est plutôt 309 000 tonnes, donc peut-être que les statistiques récentes révèlent autre chose, mais c'est pas loin. Donc c'est environ 60% des exploitations agricoles qui vivent partiellement ou totalement dans l'agriculture, c'est loin d'être négligeable, donc c'est à peu près 10% de la population. À notre avis, l'olivier, peut-être avec le mouton, ça constitue les activités agricoles les plus ancrées et les plus adaptées aux conditions du pays. Et donc, ce sont les activités qu'entreprendrait les agriculteurs de manière les plus spontanées possible. Et donc, et aussi, ce secteur il a contribué à l'alimentation des gens directement avec l'huile d'olive pour ceux qui en consomment. Et il y a des régions du pays qui n'en consomment pas du tout. Leur consommation moyenne, elle est très proche de zéro. C'est 0,2 kg. Dans certains cas, j'imagine, une moyenne de 0,2, ça veut dire qu'il y a des ménages qui n'en consomment pas du tout. Donc il y a la consommation directe, mais aussi la consommation indirecte. C'est-à-dire qu'avec les quantités d'huile stockées, les ménages vont écouler des quantités sur le marché, générer des revenus. Avec les revenus qu'ils génèrent, peuvent s'approvisionner en d'autres produits pour leur alimentation. Et donc, en dépit de la diversité de la politique locale qui crée une inéquité avec les huiles importées, donc le secteur agricole national continue à survivre. Aussi sur le plan international, donc, en dépit de tout ça, de ce que connaît le pays sur tous les plans, la place dans les exportations mondiales, elle a été assez honorable. Elle était certes plus importante lorsque la production espagnole n'était pas à son niveau actuel, mais avec le doublement de la production espagnole sur une période il y a 10 à 15 ans, et maintenant, la production espagnole a pratiquement doublé. Donc lorsque les Espagnols étaient moins présents sur le marché international, nous, en revanche, nous étions beaucoup plus présents donc, en termes de pourcentage, mais maintenant on est autour de entre 8 et 10%, mais c'est une place qui est assez stable en dépit donc, des distorsions qui existent au niveau du marché et des différentes formes de protection tarifaire et non tarifaire qui existent au niveau du marché international. Alors, donc c'est ça le portrait tel que je le connais, tel que je le comprends, se rapportant à l'oliviculture tunisienne. À quel niveau se situent ces défis? Il y a, à mon sens, il y a des défis en termes de coût, en termes de compétitivité. Il y a des défis en termes de qualité. Alors, le coût pour l'oliviculture, c'est un coût qui est essentiellement un coût de main-d'œuvre. Il n'est pas un coût de fertilisant, il n'est pas un coût de produits chimiques, il n'est pas un coût de différents facteurs de production qui sont utilisés dans les différentes spéculations agricoles par ailleurs, mais c'est essentiellement la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, son prix est en train d'augmenter, et aussi sa nature, elle est en train de changer. Il fut un temps où la main-d'œuvre oléicole était essentiellement une main-d'œuvre masculine. Elle l'est de moins en moins. Avec tous nos respects pour les gens, et il se trouve qu'il y a des efforts physiques évidents qui ont besoin d'être faits pour que, par exemple, les olives sur l'arbre puissent être récoltées. Il faut monter sur une échelle, il faut monter sur le sommet de l'arbre, il faut le faire. Je ne fais pas intervenir des considérations personnelles, mais c'est une vérité pratiquement qui existe partout, et de plus en plus, là où vous promenez dans les milieux oléicoles, vous voyez, au moment de la saison de cueillette, vous voyez que c'est essentiellement des femmes qui récoltent les olives, et la tendance, c'est d'être en mesure de pouvoir tourner autour de l'arbre, et non de monter sur l'échelle, surtout sur les branches élevées. Alors, ce coût, donc c'est un coût de main-d'œuvre essentiellement, et les fonctions, et ce coût, il a deux dimensions. Il y a le niveau du coût,
le niveau de coût qui importe, donc en termes comparatifs entre des huiles produites dans différents milieux. Et puis, il y a aussi la notion de variabilité. Les coûts varient. Hein. Il y a une tendance à la hausse, et il y a aussi une tendance à la variabilité. Et ces coûts-là, ils sont déterminés par tant le niveau de la production, au niveau du verger, que par leur degré de stabilité ou d'instabilité. Hein. Donc il y a un problème au niveau donc, de la tendance des coûts et aussi du degré de stabilité ou d'instabilité du coût, donc de dimension. Et ces coûts-là sont influencés par exactement ce qui se passe au niveau de la production. Ils sont aussi directement liés à la densité par hectare. Et depuis le temps où on était étudiant ici, jusqu'à maintenant, on continue à penser qu'il y a 3 densités à conseiller pour le pays. Il y a les densités du nord, qui sont environ 10 sur 10, et on va en densité vers le centre, 15 à 16 à 17, et puis on va vers le sud, 20 et plus. Donc, ces normes-là, il y a lieu qu'elles changent. Du moins, elles ont besoin d'être révisées. Si, dans certains milieux, elles sont à confirmer, qu'elles soient confirmées. Mais si on a la possibilité de changer ces densités, et particulièrement si on a la possibilité d'augmenter la densité, du moins, il est même envisageable d'augmenter les densités au niveau des plantations existantes. Mais si ce n'est pas au niveau de ces plantations-là, donc ça pourrait être au niveau des nouvelles plantations. Donc, plus vous avez d'arbres, plus vous êtes en mesure de maîtriser le coût. Hein. Il y a aussi la conduite de l'arbre. On a toujours, si vous promenez partout dans le pays, surtout au niveau des anciennes plantations, c'est des arbres à tronc unique. Et c'est des arbres en général très hauts. Donc difficilement travaillables, excusez le terme, je ne sais pas s'il existe ou non. C'est-à-dire qu'on peut travailler difficilement, c'est-à-dire à des coûts beaucoup plus importants. C'est-à-dire qu'il faut disposer de main-d'œuvre plus en forme, plus costaud, etc., qui soit en mesure donc, de parcourir l'arbre et de récolter les olives. Et ça, c'est de moins en moins disponible au niveau du secteur. Et donc, il y a lieu de penser à ce que cette conduite à tronc unique, qui était une conduite nécessaire par le passé, parce que l'essentiel du travail du sol se faisait par le chameau. Il était important à ce que le chameau puisse passer en dessous des arbres. Ça ne se fait plus, ou ça se fait très très rarement. Et donc il y a lieu de s'adapter, parce qu'en rabaissant l'arbre, vous avez la possibilité de faire des économies énormes. Et ce dont on parle des fois comme étant les techniques d'espagnol, les conduites en multitronc, il faut y penser du moins, même s'il ne faut pas les appliquer d'une manière aveugle à toutes les situations, mais quand même y penser. Parce que tant que l'arbre est haut, tant qu'il est à tronc unique, tant qu'il est difficile, tant qu'il va impliquer un coût supplémentaire, et si on veut agir sur le coût, voici des manières qu'on peut envisager. Il y a aussi l'âge de l'arbre. Il y a environ 8% d'arbres vieux. Et j'imagine que parmi celles qui sont considérées comme étant en plantation, plusieurs de ces arbres-là sont aussi vieux et nécessitent un processus de rajeunissement. Donc plus vous rajeunissez et plus vous le faites rapidement, plus vous êtes en mesure d'agir sur cet aspect coût, etc., etc. Et donc il y a lieu de revoir ces dimensions-là. En matière de qualité de l'huile, parce que cette qualité-là, donc il y a les normes. Il y a les normes commerciales qui sont adoptées par le Conseil de l'école internationale, qui sont au nombre de 4, et en particulier celles qui sont considérées comme étant de qualité sont d'extra vierge et de vierge. Alors, le consommateur, surtout international, il est demandeur de plus que ça. Il aimerait savoir, par exemple, les particularités de l'huile venant de la Tunisie. Et plusieurs opérateurs posent la question, quelles sont les particularités de l'huile tunisienne par rapport à l'huile espagnole, par rapport à l'huile italienne. Et si parmi les gens présents dans cette salle,
il y a des réponses, ils peuvent fournir des réponses à cette question, j'aimerais bien le savoir. Et donc, il y a cet aspect-là. Il y a plusieurs aspects en dehors des propriétés chimiques et en dehors des propriétés organoleptiques qui sont adoptées. Il y a aussi des considérations se rapportant au milieu géographique d'où viennent les olives et de leurs particularités. Par exemple, un des aspects particuliers de l'huile d'olive, c'est sa faible ou sa non-utilisation de produits chimiques. En dehors des considérations qui sont strictement biologiques, l'huile tunisienne, elle n'est pas loin de ce qui est appelé, comme il est de plus en plus appelé, une huile biologique. Et ça, c'est une information qui ne passe pas, ou qui ne passe pas encore à l'importateur et au consommateur international. Alors, la qualité, vous savez qu'elle est produite par les olives. Les olives, nous en avons parlé, leur grand nombre, etc. Les conditions, dans la plupart des cas, les conditions très critiquables dans lesquelles elles opèrent et elles fonctionnent. Mais vous savez que, entre autres, globalement, cette qualité, elle dépend du temps que passent les olives entre leur cueillette et leur trituration. Un facteur hautement important. Ça qui nécessite des moyens et qui nécessite surtout une prise de conscience. Parce qu'avec la prise de conscience, on peut remédier aux moyens dans beaucoup de cas. La qualité, elle dépend de la qualité de la trituration. Comment ça se fait au niveau des huileries? Par exemple, je ne sais pas, votre huile, l'huile qui va provenir de vos olives, elle est affectée, entre autres, par les olives qu'on fait passer avant vous. Et si on fait passer des olives avant vous qui sont de qualité médiocre et qui vont donner forcément des huiles de qualité médiocre, votre huile va en être affectée également, etc. C'est affecté aussi par les conditions de stockage. Vous savez aussi qu'il y a des considérations de stabilité des huiles. Les huiles, leur propriété ne reste pas stable. Il se trouve que certaines de nos huiles sont plus instables que d'autres. Et donc il y a lieu de les soigner. Et nos collègues chimistes de l'agriculture offrent pas mal de suggestions à ce titre. Et puis, comme je l'ai indiqué il y a l'instant, les conditions, les caractéristiques spécifiques des huiles provenant de notre pays ne sont pas connues, mais aussi elles ne sont pas partagées avec le consommateur ciblé. Alors, vous savez que l'huile tunisienne, elle est confrontée à des contraintes particulières, mais elle est confrontée aussi à des contraintes générales auxquelles sont confrontées toutes les huiles d'olive provenant de n'importe quel pays. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive, en général, c'est une huile qui est produite dans un milieu géographique très limité. C'est le bassin méditerranéen, à 97 à 98%. Donc elle est assez connue, et très connue peut-être trop connue au niveau de ces milieux-là. Au niveau des milieux lointains, elle n'est pas connue. Et ces milieux lointains, ils font partie de la demande internationale pour l'olive, une demande très importante et devrait constituer une demande même plus importante. Alors, ça, il y a l'effort des pays, mais il y a aussi l'effort de l'institution qui s'appelle Conseil oléicole international, qui a fait pas mal d'efforts et qui a fait passer la consommation de ces pays lointains d'environ 20 000 tonnes lorsque j'ai quitté Saint-Orgueil, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé cette année au niveau de cette structure, lorsque j'ai quitté, on était à plus de 250 000 tonnes, à ma connaissance, ou certaines années, on avait même atteint 280 000 tonnes. À ma connaissance, les chiffres n'ont pas augmenté en matière de demande de ces marchés-là, qui sont pour l'essentiel les États-Unis, le Canada, l'Australie et le Japon. Une des raisons principales à cela, c'est que l'activité de promotion que conduisait cette structure-là, et à laquelle la communauté européenne contribuait avec une subvention volontaire qui atteint plus de 6 millions d'euros, à ma connaissance, elle s'est arrêtée. Maintenant, il y a quelques actions timides de promotion qui sont conduites avec des budgets très limités, et depuis l'année 2003, l'activité de promotion au niveau du Conseil agricole, soit qu'elle est à l'arrêt, et elle l'a été pendant plusieurs années, ou si elle a repris très timidement et avec des moyens qui ne sont comparables
qui ne sont pas comparables du tout aux moyens dont disposait cette structure. Et donc, la Tunisie, en tant que membre de cette structure, membre fondateur, il a un rôle très important à jouer par le biais de ces délégations. Et donc, si cette activité n'est pas reprise pour faire connaître, pour diffuser les propriétés générales, qu'elles soient espagnoles, qu'elles soient tunisiennes, qu'elles soient autres, ce qu'on appelle la promotion générique, ça doit être une priorité pour le pays. Et je me demande dans quelle mesure nos responsables sont conscients de cela. Alors, l'autre contrainte, elle est d'ordre national, qui décourage directement ou indirectement la consommation de l'huile d'olive, moyennant à cause de ces subventions accordées aux huiles importées. Et donc, ça a marginalisé, comme on a dit, le rôle du marché local. Il y a aussi l'absence, mais ça, ce n'est pas particulier à l'oléiculture, c'est spécifique de toute l'agriculture tunisienne, le travail associatif, le travail en commun, c'est peu existant dans le pays, et si ça existe dans des proportions qui sont nettement en deçà des besoins, et je suis ravi d'apprendre que maintenant il y a un regain d'intérêt à ces questions-là au niveau du pays. En termes de conclusion, des fois, lorsqu'on présente un parc de l'agriculture, on a l'impression qu'il s'agit d'un parent pauvre. Alors moi, je pense que c'est loin de l'être. Ne serait-ce que sur la base de la durabilité dont il en a fait preuve. Durabilité qui reflète tant un intérêt des opérateurs microéconomiques qu'un intérêt macroéconomique par le biais des contributions qu'offre ce secteur-là à tous les aspects que j'ai évoqués. Mais c'est un parent, disons, respectable, peut-être riche, mais il est contraint. Il connaît des contraintes sérieuses à son développement. Alors, il y a certaines contraintes naturelles, climatiques, qui sont exogènes, qu'il est important de savoir gérer, évidemment. Seulement, il y a aussi des contraintes qui sont d'origine humaine, d'origine institutionnelle, à propos desquelles il y a lieu de faire quelque chose. Les contraintes d'ordre humain, les pratiques culturelles. Moi, je pense que le mode de taille des arbres qui a des conséquences sur le coût directement. Parce que avec le mode de taille, vous influez sur la production. Donc, si vous faites une taille sévère, donc l'arbre va vous donner la règle classique, c'est qu'une année il vous donne le bois, une année il donne les fruits. Ça, il faut agir dessus. C'est peut-être un aspect qui concerne un arbre donné, mais il ne doit pas caractériser toute l'agriculture nationale, ou même au niveau d'un verger. Un agriculteur donné doit être en mesure, par exemple, je ne sais pas, de tailler différemment une partie de sa parcelle pour que la production n'oscille pas autant. Et donc ça, on peut réagir. Le mode de rabaissement de l'arbre qui a une conséquence directe sur le coût aussi. Le mode de conduite à tronc unique. Tout cela, c'est faisable avec de la taille, avec une scie. Si vous avez une scie la main, vous n'avez même pas besoin d'une scie électrique. Même une scie manuelle, vous pouvez faire grand-chose. Donc c'est pratique. Il y a un certain nombre de choses à faire pour que le coût soit maîtrisé. Il y a de l'inflation partout, on le sait. Il y a, en particulier au niveau du coût de la main-d'œuvre, mais il y a des manières d'y remédier. Des manières techniques. Je pense qu'il est maintenant temps d'interdire l'usage de contenants qui sont hautement dommageables à la qualité de l'huile d'olive. Et les conditions, donc ce que vous voyez dans le territoire, tout ce que, j'imagine qu'il y a une écrasante majorité d'entre vous donc, qui connaissent ce milieu-là, et vous connaissez les types de contenants que vous voyez, qui ont utilisé je ne sais pas quel type de produit, quel type d'hydrocarbures, quel type d'acide, etc. Ce sont ces mêmes contenants qu'on utilise pour transporter l'huile d'olive. Vous connaissez les types les conditions dans lesquelles on transporte les olives. Il y a des camions qui transportent le fumier, et juste après, on met les sacs d'olives dessus. Si on dit quelqu'un, on s'est permis de dire à quelqu'un qu'il faut au moins laver le camion avant de le faire. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter?
Hein, donc les gens sont habitués, ça va donner de l'huile, hein, peu importe la qualité. Et donc les conditions de transport des olives et des huiles et de stockage sont très importantes à revoir. Il y a lieu d'être fait. Parce que c'est vrai qu'il y a, des mesures réglementaires qui sont introduites à cet effet-là. Mais elles ne sont pas respectées. Il y a lieu de les faire respecter et de renforcer le contrôle et l'inspection des conditions dans lesquelles se fait la production de l'huile d'olive. Parce que ça a des conséquences directes sur la qualité de l'huile. Je pense qu'il faut continuer à inciter au travail associatif. Je pense que c'est partout au monde, là où il y a de la petite agriculture, d'une manière générale, c'est le travail associatif qui offre les solutions. Et c'est vrai que nous avons notre histoire, que nous avons mal lu, mal interprété, et que nous avons peut-être politisé, mais ça a malheureusement des conséquences sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qui explique en partie le retard en matière de pénétration de ces idées de travail relatives au travail associatif dans le secteur agricole. Les conclusions à caractère institutionnel, je pense que le moment est venu de revoir les subventions que l'on accorde. Il n'est pas normal, par ailleurs, on subventionne l'huile d'olive et dans notre pays, on continue à subventionner les huiles concurrentes. Du moins, vous me direz les considérations sociales, mais les considérations sociales, on peut en parler. Et on peut parler, et ce n'est pas l'unique manière. Si on veut vraiment agir dans l'intérêt social, on devrait peut-être subventionner les huiles d'olive et leur donner l'occasion de consommer un peu plus de notre production nationale. Ça servirait à mon sens l'intérêt national. Et je vous remercie.